Depuis des décennies, il envahit nos rivières. Créature gigantesque tapie dans l'ombre. Le monstre avance, glane sans cesse de nouveaux territoires. Ogre à l'affût, tout n'est que proie dans ces eaux qui sont désormais siennes. Menace invisible, il ne peut plus être ignoré. Encore dans une phase de colonisation. Il n'était pas présent historiquement. Donc il doit bien y avoir un impact économique. Les populations ont explosé, Forte densité, provoqué des désordres biologiques, Carnassier, caractère envahissant, pression sur les poissons d'eau douce. manger tout ce qu'il fait fait. disparaître les autres espèces. Avant de savoir à quoi ils servent. Nuisible, Très gros Très poissons, décrié, bête. cas d'attaque qui sur mange des chiens qui se cas baignent, de morsures, le monstre des rivières. on les éradique. Du moins, c'est ce qu'on dit. C'est une espèce qui s'est étendue à travers différentes voies. Il y a la voie de dispersion naturelle, de colonisation de l'espèce, et puis elle a aussi été aidée beaucoup par l'homme, où il y a eu des alevinages, comme ça, des lâchers de poissons sur différents secteurs. C'est bien entendu l'un des plus gros poissons d'eau douce au monde, et notamment dans son aire d'introduction, c'est une espèce qui est 2 fois plus grosse que les espèces déjà présentes. Donc ça suscite beaucoup d'interrogations quant à son impact potentiel sur le milieu aquatique. Le silure a été introduit en France à la fin du 19e siècle, mais c'est surtout au cours des 50 dernières années que les populations ont explosé dans toutes les grandes rivières. Ils continuent de coloniser actuellement la plupart des rivières françaises. Et bien entendu, comme c'est une espèce de très grande taille, il suscite beaucoup de questions. D'autant plus qu'il vit dans des milieux très grands, souvent dans des milieux turbides, c'est-à-dire où il y a peu de visibilité. Donc les gens connaissent peu les milieux, peu cette espèce. D'où aussi beaucoup de questions et de fantasmes autour de ce poisson. Alors le silure, c'est une espèce qui est très opportuniste, qui peut manger à la fois des mollusques, des écrevisses, qui mange bien sûr essentiellement des poissons, des petits cyprinidés, mais toutes sortes de poissons. Il peut également manger aussi, de manière plutôt plus anecdotique, des petits mammifères, des micro-mammifères. Il peut manger aussi des oiseaux, et puis aussi tout un tas de carcasses, de restes osseux. Voilà, donc un spectre alimentaire très large. Le silure intrigue, inquiète, dérange. Carnassier gigantesque, il dépasse aujourd'hui les 2,50 m et les 130 kg dans nos eaux, et atteint les 5 mètres pour plus de 300 kg dans le bassin du Danube d'où il est originaire. Certains parlent d'invasion, de peste pour les autres espèces. Cet ogre vorace nettoierait littéralement les rivières de toute autre espèce.
Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu motiver l'introduction d'un tel ogre dans nos cours d'eau ? Fin des années 80, début des années 90, on a parlé de révolution bleue au niveau mondial, c'est-à-dire que comparativement à la révolution verte qui avait eu lieu en agriculture quelques décennies auparavant, à l'échelle mondiale, on a senti qu'il y allait avoir un boom de la production aquacole. Et en France, au niveau continental, on parlait de 4 espèces, les écrevisses, les esturgeons, le black bass et le silure. Le silure est un poisson qui est très consommé en Europe centrale. En Hongrie, on dit que c'est le roi des poissons et le poisson des rois. Il a un certain intérêt culinaire puisqu'il a une chair blanche sans arête, ce qui plaît beaucoup aux consommateurs, qui se tient très bien à la cuisson, qui n'a pas un goût marqué, mais ça peut correspondre aussi à certaines attentes de certains consommateurs. Et donc on a vu fleurir un petit peu partout sur le territoire national des fermes comparables à celle-là. Et contrairement au cendre, qui lui aussi a été introduit un peu plus tard, qui a trouvé sa place au niveau des pêcheurs et sur la table de tout le monde, quoi, le silure n'a pas trouvé cette place-là et pour ça il est très décrié. Et donc la production en fait s'est étiolée tout doucement. Le consommateur n'a pas su. Il y a eu un problème quoi, au niveau du consommateur, on va dire. Actuellement en France, il n'y a plus qu'un élevage digne de ce nom qui se situe en Brenne, où on produit 50 tonnes de silure environ. Nous ici pour l'instant on n'a pas la volonté de vouloir élever des silures marchands pour la consommation. On a gardé quelques animaux pour des raisons pédagogiques et donc là avec la classe de seconde en aquaculture on est en train de pêcher des poissons d'une certaine taille qui nous serviront éventuellement pour une reproduction. On voit qu'ils étaient en cage et en fait ils se frappent les uns les autres. Misant sur son retour au devant de la scène, de futurs professionnels apprennent aujourd'hui encore les gestes indispensables à la reproduction du grand poisson. Et se familiarisent avec certaines curiosités. On a gardé des poissons qu'on appelle des mandarins. Donc ce ne sont pas des albinos, ce sont, si on veut être précis, des formes xanthiques du silure. C'est-à-dire à la base il est dépigmenté sauf pour le pigment orange. C'est une mutation qui peut apparaître spontanément et quelquefois il y a des individus qu'on va retrouver dans le milieu naturel. Vous me les mettez bien dans la cage. Il a été introduit volontairement au début pour de la pisciculture et finalement dans le milieu naturel, il a été introduit dans la Saône. Et puis régulièrement ce sont des pêcheurs de loisirs qui l'ont introduit par bonds successifs dans les différentes rivières. Et aujourd'hui on le retrouve abondamment dans pas mal de rivières en France. Mais je pense que ce qui choque les gens c'est déjà qu'il apparaît. On a l'habitude de dire qu'il y a moins de poissons dans les rivières et certains vont l'attribuer au silure. Mais si on regarde un petit peu, il y a des rivières où les pêcheurs se plaignent du fait qu'il y ait moins de poissons que historiquement, que ça soit avéré ou pas d'ailleurs, et des rivières dans lesquelles il n'y a pas de silure. Donc attribuer au seul silure
Le fait qu'on trouve moins de poissons dans les rivières, c'est exagéré. Carnassier opportuniste de très grande taille, le silure a tout du parfait bouc émissaire pour justifier du dépeuplement de nos rivières. Pourtant, il mange assez peu. Une ration journalière représentant environ 2% de son poids et le voilà repu. Et puisqu'il privilégie les grandes proies, un animal de 100 kg sera rassasié s'il parvient à capturer une unique brème ou carpe d'environ 2 kg. Certains habitués des rivières ont su tirer parti de la présence du silure et ont pu observer au fil des ans son impact supposé sur le peuplement de leur coin favori. Quand j'ai commencé à le pêcher, on n'était pas nombreux à le pêcher. Et on découvrait un petit peu cette pêche et c'était excitant, quoi. Ce qui est intéressant à la pêche du silure, c'est qu'on peut le pêcher de plein de façons, quoi. Au leurre, avec des techniques plus statiques, avec des vifs ou des vers. Enfin, ça se pêche toute l'année avec plein de techniques différentes, c'est ce qui rend sa traque passionnante, je pense. Et c'est un poisson plutôt malin, parfois taciturne, qui n'est pas si facile que ça à prendre. Comme quoi, il ne doit pas manger tout ce qui traîne non plus. Et il y a pas mal de jeunes pêcheurs qui pratiquent cette pêche. Moi j'ai un sponsor par ailleurs qui a développé une gamme particulière pour la pêche du silure, donc il doit bien y avoir un impact économique, autrement il ne l'aurait pas fait. Et puis des pratiquants, oui, il y en a qui recherchent spécifiquement cette espèce, qui s'équipent pour ça et qui sont des fous de silure, quoi. Ils pensent silure, ils rêvent silure et puis ils ont envie d'aller prendre des silures. Souvent les bons secteurs à silure, c'est également mes bons secteurs à carnassier, là où je prends pas mal de bases, de cendres. Je pense pas que le silure ait changé quoi que ce soit, au contraire c'est une chance en plus, quoi. C'est l'opportunité de pratiquer la pêche au gros dans nos eaux. C'est un super poisson de sport, il n'est pas plus nuisible que beaucoup d'autres pêcheurs. Voilà. On sait à l'heure actuelle qu'au niveau des poissons d'eau douce en France, il n'y a pas d'impact majeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disparition d'espèces, pas de diminution ni de la biomasse ni de la densité. La question qui reste à traiter, c'est son impact éventuel sur les espèces migratrices. Actuellement, on travaille effectivement sur cette problématique entre les silures et les espèces migratrices, et donc la prédation éventuelle de ces silures sur les lamproies, les saumons, les aloses, etc. Et les premiers résultats montrent que sur certains milieux fortement anthropisés, c'est-à-dire comme des barrages par exemple, on peut avoir des zones sensibles avec des prédations assez importantes de silures sur des espèces migratrices. Les poissons migrateurs qui remontent nos fleuves sont des espèces sensibles. Les ouvrages barrant les rivières sont bien connus pour être un obstacle parfois fatal à ces espèces. Les passes ou échelles à poissons sont de plus en plus souvent installées pour leur permettre de franchir l'obstacle. Mais ces dispositifs ont aussi pour effet de concentrer les poissons, et bien entendu, cette manne providentielle n'est pas dédaignée par les prédateurs, dont le silure. Cependant, si impact il y a, ne vient-il pas davantage de cet effet d'accumulation dû au barrage, plutôt que de la présence des prédateurs eux-mêmes ?
Reste qu'il est bien question ici d'un animal dépassant les 2 mètres et carnassier qui plus est. Il est facile d'imaginer une telle bête entraînant un baigneur dans les profondeurs. Alors, les attaques sur l'homme sont rarissimes, sans blessures graves. Elles ont lieu que dans une seule circonstance, c'est lorsque les poissons protègent leur nid. Ça dure 3 ou 4 jours dans l'année. Et si pendant cette période-là, vous marchez sur leur nid, par réflexe, ils peuvent vous mordre. Voilà. Sinon, les autres cas d'attaque sur l'homme sont souvent des fantaisies. Aussi fantaisistes que soient ces idées reçues, elles n'en ont pas moins la vie dure, comme la réputation d'ogre des rivières du Silure. Mais que sait-on vraiment de l'espèce ? Le silure, c'est une espèce qui a des capacités sensorielles très fortes. Alors il a des yeux tout petits dont il se sert peu, parce que voilà, il vit essentiellement dans les milieux turbides où la vue ne lui sert pas à grand chose. Par contre, il a des capacités de repérer ses proies, notamment par des ondes qu'il peut capter grâce à sa ligne latérale, grâce à ses barbillons sensoriels. Il a toute une série d'éléments sensitifs, chimiques, olfactifs qui lui permettent de percevoir son environnement de manière très précise. C'est une espèce un petit peu différente des autres, dans le sens où elle a une grande longévité. Elle peut vivre, on ne sait pas trop exactement, mais au moins 50 ans, alors que la plupart des espèces vivent au maximum entre 10 et 15 ans, même parfois beaucoup moins. Et donc il a des capacités d'apprentissage et d'adaptation plus fortes que peuvent avoir les autres espèces. Donc cette capacité d'apprentissage permet d'avoir des comportements différents d'autres espèces. C'est pour ça qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur cette espèce. Alors, au-delà de l'impact, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur sa biologie. On a observé, par exemple, des regroupements impressionnants de silures qui constituent la plus grande biomasse de poissons observée à la surface du globe, en eau douce, avec des rassemblements spectaculaires qui ne sont pas encore complètement élucidés. Ensuite, on a observé aussi des productions de sons chez cette espèce. Donc à l'heure actuelle, on mène un nouveau projet sur la compréhension de ce phénomène. C'est d'abord de comprendre comment ces sons sont émis, et puis deuxièmement de savoir à quoi ils servent. Là, on a publié récemment un article où on a mis une caméra au-dessus d'un vif et d'un leurre, et on a regardé le comportement des poissons. Et on a vu que finalement, pour 6 poissons capturés, il y avait environ 80-90 poissons qui étaient venus voir de près le leurre, qui l'avaient touché, certains l'avaient même aspiré puis recraché, alors que le pêcheur, lui, ne s'était pas rendu compte de cette activité aussi importante sous l'eau. Il y a capacité d'apprendre, mais c'est aussi très variable selon les individus. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, il y a des individus qui peuvent être capturés plusieurs fois dans l'année et qui gardent cette stratégie voilà, d'être toujours très agressifs. D'autres ne seront jamais capturés, ou d'autres, une fois qu'ils seront capturés, seront beaucoup plus méfiants. Donc il y a quand même au sein de l'espèce une grande variabilité qui explique aussi le succès de colonisation de cette espèce.
le silure cumule les handicaps. Espèce introduite, prédateur gigantesque, invisible au fond des eaux, dont l'apparence ne plaît guère. Alors, les rumeurs vont bon train. Pourtant, lorsque l'on part à la rencontre du roi des poissons, que l'on nage aux côtés de ce géant placide, on découvre un animal fascinant. Capable de s'adapter à bien des milieux, capable d'apprendre, une espèce pleine de mystères et qui a su trouver sa place dans nos cours d'eau. Le silure et l'homme cohabitent depuis des centaines d'années. Maintenant qu'il est là, peut-être qu'il faut chercher à faire avec. C'est un très beau carnassier, je pense qu'il a sa place dans nos milieux, sans problème.